Donc bonsoir à tout le monde. Avant de me présenter, je voulais dire que je suis ravi de revenir à Madagascar après 4 ans d'absence. Donc je suis heureux de rencontrer plusieurs amis qui sont encore là, bien sûr. Donc je suis René Migliani, je travaille à l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées. C'est un peu long, mais c'est plus connu sous le nom du Pharo. Donc je viens de là-bas, où je suis dans le département d'épidémiologie et de santé publique. Et donc je viens à cet atelier pour aider à des informations en termes de communication, et on m'a demandé de faire une conférence. Donc j'ai choisi comme sujet de vous parler d'une licorne et de l'anophèle. En fait, c'est la situation du paludisme dans les troupes militaires françaises qui sont en Côte d'Ivoire actuellement depuis 3 ans et demi. Donc je vais commencer ma présentation. Donc l'opération Licorne, c'est une opération militaire française qui se déroule en Côte d'Ivoire depuis septembre 2002. Donc actuellement, ça fait 3 ans et demi. Elle a pour objectif le maintien de la paix. Donc elle est là pour s'interposer avec les forces de l'ONU qui sont environ 10 000 présents en Côte d'Ivoire. Les forces françaises sont actuellement de 4 000 personnels pour le maintien de la paix entre les forces du Nord et puis les forces qui sont les forces du Sud officielles. Actuellement, c'est le 11e mandat de cette opération. Non, il faut diriger là. Donc la première mission des militaires français, quand ils sont intervenus dans l'urgence, a été d'évacuer les étrangers, donc dans les régions où ça chauffait militairement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, c'était à Bouaké, dans ce qu'on appelle le Vébaoulé ici, et puis dans la région de Korogo au nord. Donc vous voyez les moyens d'intervention pour évacuer tous les étrangers français et aussi américains en particulier, qui étaient un petit peu en situation d'agression avec les événements. Un mois plus tard, le 12 octobre 2002, sous l'égide de la CEDEAO, c'est le cessez-le-feu et commence véritablement la mission de maintien de la paix des militaires français dans le pays. Alors les effectifs militaires, je vous les montre pour vous montrer un petit peu l'évolution. Habituellement en Côte d'Ivoire, il y a 500 militaires français qui sont présents en permanence en fonction d'accords de défense entre le gouvernement ivoirien et l'État français. Donc on a un bataillon d'infanterie de marine, comme on dit là-bas, qui est basé à Abidjan, à Port-Bouët, et il y a en permanence 500 militaires. Donc l'opération commence, bien évidemment on envoie des renforts, et petit à petit le dispositif se met en place. Aux environs du mois de mars 2003, le dispositif est complètement opérationnel, et depuis on a à peu près 4000 personnels. Alors les petites piques que vous voyez, c'est le moment des relèves, puisque arrivent des militaires nouveaux, donc ils sont pendant une semaine en général avec les militaires anciens qui vont rentrer en France, et donc il y a une relève. Alors pour vous parler du paludisme, je vais d'abord vous expliquer simplement comment on obtient cette information. Donc il y a un système de surveillance épidémiologique d'un certain nombre de maladies, et en particulier du paludisme. Donc ici vous voyez le dispositif actuel en Côte d'Ivoire. Il y a ce qu'on appelle des groupes tactiques interarmés, donc c'est des termes militaires, qui sont répartis sur tout le territoire et qui ont surtout pour objet de surveiller cette zone ici de séparation entre les forces du Nord et les forces du Sud, loyalistes si on veut. Les petits drapeaux que vous voyez là, ce sont des postes de secours où il y a des médecins avec les régiments militaires français. Donc les militaires, les médecins militaires, lorsqu'ils voient des cas de paludisme, chaque semaine, vont déclarer ces cas au niveau de ce qu'on appelle des postes principaux. Donc il y a Mans, Bouaké. Ensuite, cette information va transiter au niveau du commandant santé de l'opération, qui est situé à Port-Bouët, qu'on appelle comme santé en termes militaires. Et cette information ensuite va être envoyée à l'Institut de médecine tropicale, dans le département où je travaille, où cette information est analysée. Et en retour, comme dans tout système d'information, on va renvoyer des bulletins d'information sur la situation sanitaire et en particulier du paludisme. Voilà pour vous donner une idée de comment on obtient cette information et comment on va ensuite la traiter. Alors cette surveillance, elle est mise en place depuis le début. On a des données historiques du paludisme puisqu'il y a des militaires en permanence là-bas, et à partir de ces données historiques, on va constituer une zone d'alerte, donc un seuil épidémique, c'est la moyenne des cas de paludisme qui surviennent chez les militaires français chaque semaine, les 5 dernières années. On rajoute 2 écarts types et on crée comme ça un seuil épidémique. Et comme ça, on sait si on est en situation de ce qu'on attend en termes de paludisme, ou on est finalement en situation épidémique. Donc l'opération commence, et comme souvent dans les opérations militaires, au début, elles sont un petit peu difficiles à organiser, on est sur le terrain, les militaires ont du mal à appliquer un peu les mesures de protection, et on l'a observé souvent, et c'est la courbe en rouge, c'est le taux d'incidence du paludisme. Au bout de 3 semaines, il dépasse largement ce qu'on observait habituellement. Donc on a véritablement une situation épidémique.
Ce que vous voyez en histogramme bleu, c'est le nombre de cas qui surviennent chez les militaires. Vous voyez, ça fait pas beaucoup, hein, puisqu'au maximum c'est 15 cas. Mais enfin, on a dépassé la situation qu'on connaissait habituellement. Donc face à ça, il y a une alerte qui est donnée et on envoie une équipe pour faire une enquête épidémiologique sur le terrain pour évaluer quels sont les éléments qui expliquent tout ça. Alors on trouve un certain nombre de choses qu'on connaît, hein, en termes de... Ça, ce sont les différentes structures qui étaient sur le terrain au début de l'opération, les différents régiments, et on voit qu'en taux d'attaque, on a des variations selon les régiments, certains sont plus touchés que d'autres. Le deuxième rep, là, c'est un régiment parachutiste de la Légion étrangère. Hein. Vous voyez, on avait à peu près 6% des militaires qui ont fait du palu dans cette période. On voit que les régimes prophylactiques étaient très très divers et variés. Donc ça, c'était un petit peu, pour la suite, intenable au niveau de l'organisation militaire. On ne peut pas donner à certains régiments la GAPSA, c'est l'association chloroquine-proguanil au niveau militaire. Hein. On ne peut pas donner à d'autres du Lariam, à d'autres de la tolexine. Et puis le fond du problème en termes de prophylaxie, c'est la mauvaise observance. Toutes les unités, en fait, avaient très mal pris la prophylaxie. En termes de lutte antivectorielle, on n'avait pas fourni à tous les régiments qui étaient intervenus des moustiquaires dès le début de l'opération. Donc beaucoup avaient été piqués sur le terrain parce qu'ils faisaient de l'évacuation d'étrangers, etc. Donc ils étaient exposés aux piqûres d'anopheles infectés. Et en plus, dans les régions où ils sont intervenus, donc dans la région de Boaké, il y avait à ce moment-là la plus forte transmission du paludisme. Donc il y avait tout pour finalement qu'au bout de 3 semaines de présence, on ait beaucoup de cas de paludisme dans les troupes. Alors voilà la région de Boaké, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des régions des Grands Lacs, enfin il y a plein de zones qui sont très favorables à la pullulation des moustiques, c'était la saison des pluies, bon là j'ai mis juste une photo d'un militaire qui était pas mal piqué. Alors les mesures qui ont été prises au bout d'un mois, ça a été de mettre tout le monde sous un régime prophylactique unique. Et la prophylaxie qui a été utilisée, c'est maintenant utilisé également chez les voyageurs, hein, c'est la doxycycline à raison de 100 mg par jour à prendre au milieu du repas. Donc tous les militaires français ont été mis sous ce régime de prophylaxie antipaludique. En termes de traitement des accès, il y a eu aussi une standardisation. Le traitement standard dans les opérations militaires en zone impaludée pour l'armée française, c'est le traitement à la quinine sur 7 jours, donc qui est institué. Ensuite, on a renforcé toutes les mesures de lutte antivectorielle. En particulier, on a mis en place des lots de lutte antivectorielle avec des machines pour la pulvérisation des insecticides, etc. Et puis, on a fait un certain nombre de séances d'éducation sanitaire pour expliquer le nouveau régime prophylactique, pour expliquer l'intérêt de la lutte. Enfin, on a renforcé tout ça. Alors, vous voyez ici les moustiquaires qui sont utilisés, les moustiquaires de lit qui sont utilisés dans l'armée française. Donc il y a un lit ici qui pèse environ 15 kg en métal, hein, le fameux lit Picot comme on dit dans l'armée. Hein. Et puis dessus vous avez une espèce de petit anti-glue qui est la moustiquaire et qui est pré-imprégné d'insecticides. Hein. Et c'est ce qui est utilisé par les militaires français actuellement. Alors on voit diminuer l'incidence du paludisme, en partie aussi parce qu'on est sorti de la saison à risque, etc. Et puis arrive le mois d'avril 2003, et là, c'est la saison des pluies qui recommence, et puis au niveau de la surveillance épidémiologique, on voit remonter l'incidence du paludisme, la courbe rouge là, hein, et qui atteint finalement l'élément, la zone épidémique en termes de données historiques. Donc à nouveau, on refait une alerte et une enquête qui va durer 3 semaines sur le terrain auquel j'ai participé. Donc on avait un certain nombre d'objectifs. Évaluer l'importance du paludisme, finalement comment ça se répartissait dans les troupes françaises puisqu'elles étaient réparties dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire. Identifier les facteurs qui ont favorisé un peu cette recrudescence du paludisme. Donc on a fait des enquêtes avec des questionnaires sur les connaissances des militaires, on a fait des enquêtes pour savoir si la prophylaxie par la doxycycline était bien tolérée, était bien observée par les militaires. On a fait une enquête cas témoins pour comparer les facteurs d'exposition entre les militaires qui avaient fait du paludisme et ceux qui n'avaient pas fait de paludisme, pour voir quels étaient les facteurs les plus explicatifs. Hein. On a également pour la première fois fait des enquêtes de terrain entomologiques pour mesurer un peu le risque entomologique au niveau de la transmission. Ça n'avait jamais été fait dans ce contexte-là dans l'armée. Hein. Et puis on avait essayé d'avoir des éléments parasitologiques. On avait souhaité prélever un certain nombre de malades, et en particulier des enfants en Côte d'Ivoire, avec l'accord des autorités bien sûr, pour essayer de voir si les souches qui circulaient étaient bien insensibles ou résistantes éventuellement finalement aux médicaments qu'on utilisait. Et bien sûr, derrière,
on voulait faire des recommandations. On fait des enquêtes épidémiologiques, on intervient sur des épidémies, on veut derrière faire des recommandations pour améliorer la situation. Donc voilà alors les résultats. En termes d'importance, alors au début de l'opération, je vous ai dit tout à l'heure des groupes tactiques, donc c'est militaire, hein, mais il y avait 4 grands groupes tactiques qui étaient répartis le long de cette fameuse zone de non-franchissement, hein, vous voyez ici, comme ça, et puis la base arrière de l'opération à Abidjan. Quand on regarde les taux pour 1000 personnels, hein, on voit que globalement, Abidjan, ces zones-là ici, bon finalement on n'a pas des taux d'incidence du paludisme, des taux d'attaque importants. On les avait surtout concentrés dans les zones où la transmission était la plus forte, donc ici au sud, dans la région de Douékoué, etc. C'est là qu'on avait les plus forts taux, puisque vous voyez que ça monte à peu près à 50 pour 1000 hein, dans cette période où il y avait cette recrudescence. Donc on a plutôt ciblé nos enquêtes de terrain dans ces zones-là. Alors voilà, on a été sur le terrain, on a vu les militaires, c'est juste pour vous montrer une petite photo qui n'est pas très bonne d'ailleurs. En termes de connaissances, ben finalement, nos militaires, ils savent bien certaines choses. Hein. Le moustique transmet, ça, globalement, ils le savent tout. C'est quand même dit et répété par les médecins militaires aux unités qui partent, et entre eux, donc ça, ils le savent, que le moustique a besoin d'eau, donc en gros, ça, c'est des connaissances. Par contre, en termes d'horaire de piqûre, là, on a à peu près un militaire sur 2 qui ne sait pas très bien à quel moment. Certains disent c'est toute la journée, d'autres c'est le jour, d'autres c'est la nuit, donc là, c'est un peu moins évident. Pour le reste, bon, vous voyez, on a posé des questions classiques. Est-ce que vous savez que le vol est silencieux, donc c'est la nuit, etc. Bon, globalement, ce qui ressortait, c'était l'horaire des piqûres. Et en termes de message, pour les militaires, c'était important de leur dire, ça commence à la tombée du soleil, et puis ça se finit quand le soleil se lève, quoi. Pour ce qui est de la tolérance, on a interrogé, vous voyez, environ 500 militaires. Globalement, la doxycycline, c'est un médicament qui est bien toléré. Les militaires interrogés n'ont pas rapporté spontanément d'effets qu'ils pensaient en relation avec la prise de doxycycline par la bouche. Hein. 12% avaient dit des effets d'ordre digestif, mais en général dans les prises à jeun. Donc le matin, ils se lèvent, ils prennent ça comme ça, même sans eau des fois. Donc au début, ils avaient quelques petits problèmes digestifs, mais bénins. Mais une fois qu'ils avaient pris au milieu du repas la doxycycline en buvant de l'eau, etc., tout ça disparaissait. Pour le reste, c'était des effets indésirables assez bénins et d'ordre essentiellement digestif. Hein. Donc globalement, une prophylaxie qui était bien supportée. J'ai mis ici les produits qui avaient été utilisés. Au début de l'opération, ce qui avait été envoyé en approvisionnement, c'est la tolexine G, 100 mg. Et le laboratoire Biorga, qui fabrique ce médicament, avait obtenu l'AMM en France pour le paludisme, et c'était devenu pour le même médicament en fait, hein, ce qu'on appelle le doxypalu. L'enquête cas témoin a fait ressortir un facteur, c'était la qualité de l'observance et des oublis de la prophylaxie dans les 2 semaines précédentes. Donc on prend comme base les personnels qui ont dit ne pas avoir fait d'oubli, et on compare les cas, ceux qui ont eu un palu à ceux qui n'ont pas eu, et en fait on voit que plus les militaires rapportent des oublis dans les 2 semaines précédentes, plus le risque d'avoir un accès de paludisme augmente, et c'est mesuré par ce qu'on appelle l'odds ratio. Donc vous voyez que c'est déjà multiplié par 3 lorsqu'il y a moins d'un oubli par semaine, et c'est multiplié par plus de 7. Alors c'est une enquête ponctuelle, hein, ça ne veut pas dire que c'est la réalité vraiment. Mais on voit bien que l'oubli et l'observance de la prophylaxie, c'est en partie ce qui explique les accès. Il n'y a pas que ça, mais c'est le facteur qui était sorti sur cette enquête de terrain. En termes de protection antivectorielle, on a essayé de poser des questions sur la protection au moment de la douche, parce que souvent les militaires, à la fin de l'opération, dans la journée, ils se mettent un peu tout nus, ils vont prendre leur douche, et à la tombée de la nuit, il y a déjà l'anophèle. Donc on voulait savoir un peu s'ils se protégeaient. Est-ce qu'ils mettaient des vêtements couvrants toute la nuit, au moment où ils montaient les gardes, parce que là ils montent des gardes souvent, la nuit c'est statique, hein. Est-ce qu'ils utilisent les répulsifs tous les soirs, au moment des gardes, les moustiquaires toutes les nuits, est-ce qu'ils utilisent toutes les nuits la moustiquaire? Voilà. Alors les résultats, ce qui serait parfait, c'est qu'on soit à 100% partout. Évidemment, ça c'est le rêve. La réalité, et c'est souvent ce qui se passe, et c'est ce qui se passe aussi dans les populations, c'est qu'on n'applique pas bien les mesures. Hein. Alors on n'a pas trouvé de différence en termes de comportement antivectoriel entre ceux qui sont en rouge, c'est-à-dire les cas, et ceux qui sont en bleu, c'est les témoins. Mais on voit bien qu'il y a des éléments, et en particulier les répulsifs, qui sont donnés gratuitement aux militaires, qui sont en abondance, il n'y a pas de problème d'approvisionnement, ils sont très mal acceptés parce que ça sent mauvais, ça colle, enfin il y a plein de récriminations, enfin pour ceux qui travaillent dans le palu, vous connaissez ça, hein, c'est quelque chose qui n'est pas très bien accepté. En général, on voit que lorsqu'ils montent les gardes, ils ont rapporté, ça n'est que des déclarations bien sûr, ils peuvent avoir des fois menti un peu, hein, mais quand ils montent les gardes, ils se protègent un peu mieux.
Mais globalement, on voit quand même qu'il y a des insuffisances dans la lutte antivectorielle. Alors vous voyez, ça c'était les produits qui étaient fournis pour la prévention. Ça c'est le répulsif, donc ça c'est quelque chose qu'on met sur la peau. Et ça c'est un produit en bombe, vous voyez ça se ressemble beaucoup, hein, mais c'est un insecticide qu'on met pour réimprégner les tenues militaires, les treillis. Hein. Et donc on peut imaginer, et certains militaires nous l'ont dit, que ça se ressemble beaucoup. Hein. Quand on sait en plus qu'on a beaucoup de légionnaires qui ne comprennent pas toujours bien le français, vous voyez ce qui a marqué en gros, c'est le nom du produit. Insecte écran, ça c'est très gros, on le voit bien. Hein. Après que c'est pour les vêtements, c'est écrit en tout petit, et que c'est pour la peau, c'est écrit en tout petit. Et ça se ressemble beaucoup. Donc, on peut penser qu'il y a des gens qui se sont un peu trompés au bout d'un moment dans l'opération, qui ont mis des insecticides au lieu de mettre du répulsif sur la peau et vice versa, quoi. Hein. Donc c'était pas. Et on va voir quand même que les labos, ils nous ont un peu écoutés parce qu'ils ont changé certaines choses. Vous voyez les moustiquaires que je vous ai montré tout à l'heure, bon, elles sont bien, mais ça, la réalité, c'est ça, quoi. Les flexibles, quand vous montez et démontez ce lit tous les jours à un certain moment, ça finit par casser, ça finit par se déchirer ici au niveau des coutures, donc ça a beau être imprégné, c'est pas toujours de bonne qualité. Dans certains régiments, quand les moustiquaires étaient rendus, il y avait la moitié des moustiquaires qui étaient en mauvais état, qu'on ne pouvait pas réparer. Hein. Donc il y a aussi quelques soucis avec ça. Alors l'étude entomologique, elle a été faite sur 2 sites. Là, c'était pour finalement montrer des choses qu'on connaît, hein, qu'on a déjà fait beaucoup. Mais nous, en contexte militaire, on ne l'avait jamais fait. Et donc, on voit ici les heures d'attaque de Anopheles gambier, qui a été finalement le vecteur principal trouvé le plus souvent dans les lieux où on a fait l'étude. Et on voit que dès 18h le soir, l'anophèle commence à sortir pour faire son repas sanguin, enfin certains anophèles. Et puis ça culmine bien sûr au milieu de la nuit, mais ça se termine au lever du jour. Donc en fait, notre message à nous, c'était important de faire ça, pour bien montrer aux militaires que dès que le soleil s'est couché, l'anophèle, elle est là, quoi. Hein. C'est pas au milieu de la nuit seulement, comme le pensent certains. Et puis c'est jusqu'au lever du jour. Alors évidemment, il y a des militaires qui vont dormir sous leur moustiquaire là, pendant la nuit, quand ils ne travaillent pas. Mais il y en a d'autres qui montent les gardes la nuit. Et donc c'est une garde statique dehors, on est là, on a les manches longues, on s'est mis un peu de répulsif et puis on peut être piqué éventuellement. Donc il faut se protéger. Donc c'est important pour nos messages de leur montrer qu'il y en a toute la nuit, quoi. Hein. Même si c'est très bien connu, ça des entomologistes, bien évidemment. Vous voyez, c'était sur les 2 sites, ça allait de 25 à 34 piqûres nuit et estimé 2 à 3 piqûres infectées par semaine. Ça veut dire que les militaires qui montraient les gardes pendant leurs 4 mois, qui ne se protègent pas du tout, ils ont de fortes chances d'avoir été au moins une fois avec un anophèle infecté. C'est pas systématique, mais on peut penser que c'est la réalité. Donc il faut se protéger. L'étude parasito, on n'a malheureusement pas pu faire d'études sur les enfants. On en a fait une, et puis les prélèvements n'ont jamais pu arriver en France, parce qu'Air France a refusé d'envoyer les prélèvements. Enfin bon, il y a plein de raisons. Et donc on s'est rabattu sur l'étude des souches chez les militaires français qui faisaient un palu au retour. Beaucoup des unités militaires étaient proches du Pharo, et donc il y a le centre d'études de la sensibilité. Et bon, j'ai mis aucune résistance, en fait, on n'a pas vraiment de critères de résistance à la doxy, mais il n'y avait pas d'indice que les souches étaient moins sensibles à ce médicament qui était utilisé pour la prophylaxie. Donc on avait quelque part quelque chose qui était bien toléré et pour lequel il n'y avait pas d'éléments de résistance. Hein. Donc c'était a priori quelque chose d'efficace. Pour ce qui est de la prise en charge des accès, elle était bien. Les médecins, en général, les militaires consultaient vite. Le traitement à la quinine était appliqué dans tous les cas. Il y avait un médecin par compagnie, ça représente à peu près 150 militaires. Vous avez vu qu'il y en a 4000 au total, donc il y a quand même beaucoup de médecins présents sur le terrain. Et en gros, bon, ça faisait 1 cas en moyenne par jour, hein, et aucun décès. Donc finalement, un très bon bilan. Si on compare avec l'expérience américaine d'août 2003, c'était à Monrovia. Donc vous savez, il y a eu des événements, parce que c'était un peu la guerre civile à Monrovia, et les militaires américains ont envoyé une compagnie de Marines, 150 militaires, avec la Navy, hein, qui sont intervenus à Monrovia, ils sont restés 1 semaine, ils ont pris les expatriés américains et ils les ont remis sur les navires. Le problème, c'est que dans les Marines, sur les 150, 60% d'entre eux ont fait du palu, dont plusieurs heures avant. Alors quand on a fait l'enquête, pas de moustiquaire, ils avaient déjà un pactage qui était très très élevé, donc ils n'ont pas pris la moustiquaire. Ils n'ont pas de treillis préimprégnés, je ne vous l'ai pas dit encore, mais les treillis français sont préimprégnés d'insecticides. Et puis 10% ont pris la méfloquine, et 15% ont dit avoir utilisé les répulsifs. Donc en gros, ils ne se sont pas protégés. 60% ont fait du palu. Donc là, 4000 personnels, certes on a 1 cas en moyenne par jour, mais on n'a finalement aucun décès. Hein.
En termes de palud grave, à l'époque, on avait un paludisme grave qui a fait l'objet d'un rapatriement en France, qui a guéri. C'était un militaire qui avait eu de la fièvre, il s'était auto-médiqué, il avait pris en fait un traitement contre la fièvre uniquement, et il était venu consulter un peu avec retard. Et puis c'est aggravé brutalement. Et c'était le seul échec. Alors probablement il y a quelques autres militaires qui font ça, mais disons qu'il n'y a pas eu de problème, puisqu'on n'a eu aucun décès jusqu'à présent lié au paludisme. Donc voilà un poste de secours, on dit comme ça, un poste de secours en termes militaires. Donc en général les militaires s'installent dans des locaux en dur qui sont un peu abandonnés par les événements, ils vont aller dans une école, ils vont aller dans un collège, et ils vont installer comme ça leur poste médical. Qui est bien. Alors bien sûr, vous avez vu un peu tout le panorama de l'évaluation de la situation, et derrière on a fait des recommandations, et qui recoupent finalement ce qu'on sait de la prévention du paludisme. Première chose, il ne faut pas être piqué. Donc c'est les recommandations qui tournent autour de tout ce qui est la lutte antivectorielle, la prévention des piqûres. C'est la première chose en termes de paludisme. Ne pas être malade, donc c'est bien prendre sa prophylaxie, qui va boucher la moustiquaire, comme disaient les anciens. Et puis le dernier point, c'est ne pas mourir. Et le message qu'on fait passer aux militaires, c'est qu'il faut consulter vite. Et on le fait passer aussi au commandement. C'est pas la mission qui prime. Le type qui est malade, qui a de la fièvre, il doit consulter vite. C'est pas la mission qui prime. Donc ça, c'est passé auprès des commandements militaires. Donc en termes d'éviter les piqûres, je ne vais pas rappeler tous les éléments, simplement insister sur ça parce que c'est une bonne mesure de choisir le lieu où vont être les cantonnements militaires. Et ce qu'on a essayé de faire passer, c'est loin de l'eau, donc ça c'est assez admis dans l'ensemble, mais aussi loin des hommes, loin des enfants en particulier, enfin dans les villages où il y a la transmission et on sait qu'on aura plus de chances de rencontrer des anophèles infectés. Donc on demande aux militaires de réfléchir, quand ils font des postes, par exemple des postes, des checkpoints sur les routes, d'essayer de les mettre assez en amont des villages, pour être, ils vont avoir des moustiques, mais probablement moins d'anophèles infectés. Ça, c'est une mesure qui est bien, mais qui n'est pas toujours facile à faire appliquer. Il y a toujours un tas d'impératifs. Après les autres mesures, mais je ne vais pas insister. Alors, vous voyez, ça, évidemment, là, on dit, mettez un peu d'abat, enfin, c'est pas toujours évident. Quand on a fait les études, mais ça, les entomologistes connaissent bien, là, vous voyez, c'est pas grand-chose dans les rizières, mais là, il y avait Anopheles gandhi, donc, là, on ne peut pas faire grand-chose, c'est évident. Ça peut être ça aussi. Alors, est-ce que c'était un pied militaire, je ne sais pas, mais ça peut être un gîte larvaire. Voilà les lots antivectoriels, donc il y a tous les produits insecticides, toutes les tenues de protection des personnels, parce que c'est important de protéger les personnels, ils manipulent des insecticides, donc ils ont des tenues de protection. Et puis on a deux boîtes, une vide, c'est pour mettre les produits quand ça part avec les fret avions, pour les mettre en toute sécurité. Donc ça, c'est présent dans tous les postes médicaux, dans toutes les compagnies militaires, il y a ces éléments-là. Éviter les piqûres, donc le grand message qu'on faisait passer, c'est les vêtements couvrants et les répulsifs quand le soleil se couche jusqu'à ce que le soleil se lève. Ça, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Alors, les vêtements couvrants, ça peut se faire en milieu militaire, parce que ça se voit. C'est-à-dire, je suis comme ça, si je suis pas comme ça, le chef le voit. Donc, il va dire, ça ne va pas. Mettre les répulsifs, déjà, c'est plus difficile. Et ça, les militaires, les vêtements couvrants, quand ils ne sont pas en service, c'est pas toujours évident. Des fois, ils sont torse nus. Le médecin leur a expliqué, mais ils n'écoutent pas toujours le médecin. L'utilisation systématique des moustiquaires de lit. Alors, c'est toujours utilisé, mais cette moustiquaire-là, elle est bien, mais c'est un igloo. Quand il fait chaud et humide, dessous, il fait encore plus chaud et humide. Donc, c'est un peu difficile de dormir là-dessous. Mais quand même, on y arrive. Et puis, il y a aussi l'idée que quand on trouve un local où il y a de la climatisation, c'est génial parce que la clim, ça empêche l'anophèle de venir. Donc dès qu'on trouve des locaux où il y a de la clim, on ne dort plus sous la moustiquaire. La clim, elle n'empêche jamais l'anophèle de voler, même si ça ralentit un peu. Et puis les clims, il y a des problèmes de coupure de courant, il y a des problèmes qu'elles sont mal installées, il y a des problèmes que des fois c'est même des gîtes larvaires parce qu'il y a de l'eau dedans, etc. Enfin c'est pas la panacée. Donc on a vraiment réinsisté sur le fait qu'il faut toujours dormir sous la moustiquaire de lit. Et la réimprégnation des moustiquaires et des treillis, donc là c'est la bonne utilisation des produits, etc. Alors voilà par exemple. Alors c'est pas ce qu'il faut faire normalement. Quand on a réimprégné une moustiquaire, il faut la faire sécher à plat. Parce que comme ça le produit reste dans ce qu'est le tube moustiquaire. Mais là c'était en saison des pluies, il y avait des fortes pluies, donc les militaires faisaient comme ils pouvaient, donc ils les faisaient sécher sur des fils.
éviter la maladie. Donc on a rappelé les messages de l'utilisation de la doxycycline, mais c'est pas n'importe quelle doxycycline, c'est le sel monohydrate de doxycycline. Parce que il y a quelques années, on avait utilisé un autre sel qui était l'iclate, mais qui donne plus d'effets secondaires digestifs. Là, c'est le monohydrate de doxycycline. Alors on a rappelé qu'il fallait le prendre au milieu du repas avec un grand verre d'eau pour que ça passe très bien, qu'il n'y a aucun problème digestif à ce moment-là. Notre difficulté à nous, c'est qu'il y a un approvisionnement qui est très varié. Alors ça, c'est difficile à faire comprendre aux militaires que c'est le même produit derrière. Ils ont l'impression qu'on fait des fois des expérimentations, que c'est moins efficace si c'est un produit ou un autre. En réalité, tout ça est la même chose. Et puis, on a essayé aussi de sensibiliser les cadres dits de contact, qui sont au contact des militaires, qui sont les chefs de groupe, qui commandent 10, 12 hommes, les chefs de section, qui vont commander une trentaine de militaires, etc. Donc voilà, on a essayé de faire en sorte que ces militaires... Alors vous voyez dans la main, moi je fais une photomontage là en fait, il a une petite notice qu'on va voir un peu plus loin, pour réexpliquer sur le terrain à ces militaires. Éviter le décès aussi, c'est donc le dernier message, les consultations immédiates en cas de fièvre, et en particulier que le commandement soit bien persuadé de ça, pour qu'ils ne disent pas non, je ne veux pas en entendre parler, et c'est la mission qui prime. Un médecin par poste de secours, vous avez vu que c'est un dispositif où il y a 4000 personnels, mais il y a beaucoup de médecins sur place, dans les postes de secours. Et on maintient ce maillage serré pour qu'il y ait finalement une intervention auprès des militaires assez rapide. Traitement par la quinine, donc ça c'est maintenu. Et puis l'introduction rapidement dès le début de l'opération des tests de diagnostic rapide contre le palu. Donc ça pour les médecins, ça a été vraiment un plus. Ils ont vraiment apprécié d'avoir ce diagnostic avec eux. Ça veut dire un diagnostic au lit du malade. Ça veut dire on n'attend pas une éventuelle réponse d'un labo qui est soit loin, soit qui va donner une réponse faussement positive ou qui va dire que c'est négatif alors que c'est positif. Se servent des tests diagnostiques rapides. Alors le test qui avait été utilisé, c'était le test ICT, et puis maintenant il y en a un deuxième qui est aussi mis à disposition des médecins. Un des inconvénients qu'on a, c'est que en Côte d'Ivoire, il y a transmission de l'espèce de l'hématozoaire ovalé, et ça marche pas très bien pour le diagnostic d'ovalé. Bon. Le problème, c'est qu'ovalé, finalement, c'est pas très très grave. En dehors que ça donne un palu, éventuellement, c'est pas vraiment grave. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait le diagnostic de falciparum, l'espèce qui tue, qui est la plus grave. Alors la surveillance actuellement, donc là en gris, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est cette fameuse zone de surveillance et d'alerte, avec les données historiques. En bleu ici, c'est la tendance du paludisme depuis le début de l'opération. Vous voyez qu'au début, avec cette première épidémie au début, cette recrudescence, on ne maîtrisait pas la tendance par rapport à ce qu'on connaissait avant les dernières années, mais depuis qu'on a renforcé les mesures, on voit qu'on a quand même une tendance maintenant où on contrôle en Côte d'Ivoire relativement bien le paludisme dans les troupes, et on voit bien au niveau du taux qu'on est en dessous des données historiques. Donc globalement, c'est quelque chose qui est bien maîtrisé, mais au prix d'un travail de terrain important. Le bilan actuellement, c'est plus de 1600 cas de paludisme, 60% environ en Côte d'Ivoire et 40% en retour. Alors ça c'est quand même un problème. C'est en partie un problème parce que l'observance au retour, on va le voir tout à l'heure, je vais vous le montrer juste après, les militaires ils rentrent, ils partent en permission, ils ont passé 4 mois comme vous, là pour les stagiaires, vous avez passé 6 semaines ici, quand vous rentrez vous avez envie de vacances. Donc ils partent en vacances et là, la prophylaxie tous les jours, ils l'oublient et puis finalement ils n'apprennent plus. Et comme ils sont quand même bien exposés, même s'il y a toutes ces mesures de protection, il y en a un certain nombre qui sont quand même infectés et qui développent du palu. Donc vous voyez, on en a 40% quand même. Alors l'essentiel, c'est le retour en France. Ça se passe en France. Mais on voit, et ça c'est intéressant, c'est hors de France. Alors ça vous paraît pas beaucoup, mais quand même, les militaires français actuellement tournent tellement vite dans les opérations que fait la France un peu partout. Alors ils vont au Kosovo, ils vont en Bosnie, ils vont en Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie. Ils tournent tellement vite qu'en fait, ils vont avoir un palu au retour dans ces territoires où il n'y a pas de transmission du paludisme. Ça veut dire pour les médecins qui sont sur place, devant des fièvres, il faut penser que ça peut être un paludisme et bien interroger son militaire. Est-ce que vous avez été, ou est-ce que tu as été, selon leur connaissance des hommes, dans un pays où il y avait du palu, est-ce que a pris la prophylaxie, combien de temps, etc. Donc ça c'est quand même intéressant à voir. Mais quand même le facteur de risque numéro 1 en termes de palu, c'est vraiment la mauvaise observance des mesures. C'est ça qui est vraiment le facteur de risque numéro 1. Alors les espèces plasmodiales, on ne sera pas surpris que
c'est Falciparum qui arrive en premier, c'est vraiment l'espèce la plus fréquente retrouvée dans les accès. Hein. Alors en rouge c'est en Côte d'Ivoire, en bleu c'est au retour et puis en vert c'est la moyenne. Donc en gros on voit que c'est Falci. C'est celui-là qu'on veut quand même éviter, hein. C'est celui-là qui est le plus dangereux. Mais vous voyez une particularité, c'est au retour on a quand même pas mal de cas qui sont liés à Plasmodium ovale, qui est une espèce, je crois qu'il y a 1 ou 2 Ivoiriens parmi nous, donc qui circulent en Côte d'Ivoire et qu'on retrouve chez le militaire français. Alors on peut se demander si là, il n'y a pas une sous-évaluation liée au fait qu'on fait beaucoup de tests diagnostiques rapides et qu'ils ne diagnostiquent pas l'ovale. Hein. En termes de surveillance, la semaine dernière, il y avait Bruno Pradine, je pense qu'il vous a fait, et c'est lui qui collecte un petit peu toutes les souches en rapport avec des cas survenus chez les militaires qui ont été en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on n'en a pas beaucoup quand même. Hein. 24 exploitables sur 1600 cas, c'est pas des masses. Bon, enfin, les éléments qu'on a, et c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'il n'y a aucun signe de résistance ou de baisse de sensibilité à la quinine, le médicament qu'on utilise pour traiter, et pas d'éléments qui indiquent qu'il y a une baisse de sensibilité à la doxy, le médicament qu'on donne pour la prophylaxie. Bon, c'est pas exhaustif, mais on a quand même une information. Alors vous voyez, je vous disais, les labos en tiennent compte, puisqu'il y a un changement de présentation. Maintenant, ce qui doit être utilisé sur les vêtements, c'est bleu, donc on fait bien déjà au moins la distinction de couleur, même si c'est pas forcément... C'est écrit un tout petit peu plus gros qu'avant, donc quand même ils en tiennent un peu compte. Au niveau des militaires, ils n'avaient au début de l'opération que 2 tenues militaires qui étaient imprégnées d'insecticides. Mais les militaires, ils sont comme les autres voyageurs, ils prennent plus de vêtements que ce qu'ils ont, donc ils vont prendre 3 jeux, 4 jeux. Ça veut dire qu'il y en a 1 ou 2 qui ne sont pas du tout imprégnés. Donc maintenant, il y en a au moins 3, et ça j'ai pu le vérifier en 2005, hein, qui sont imprégnés d'insecticides. Il y a eu des efforts qui ont été faits sur les grillages moustiquaires pour empêcher les anophèles de rentrer. Voilà les moyens de lutte collectif, je vous disais tout à l'heure, donc les différents appareils qui permettent les pulvérisations à l'intérieur des habitations où il y a les militaires, hein, et puis les tenues de protection. Vous imaginez qu'en climat tropical, on ne tient pas longtemps quand même avec ça. Hein. On est un cosmonaute qui a vite chaud sous la tenue. Mais bon, les médecins ont pour mission quand même de protéger leur personnel, donc ils leur expliquent et ils portent les tenues de protection. L'information du palu passe, alors vous n'arrivez pas à lire, mais ça c'est une feuille de chou qui est faite par le commandement sur l'opération et qui, vous voyez, de temps en temps quand même parle du paludisme. Donc c'est aussi pris un peu en compte quand vous cette information. Alors bien sûr, on profite du fait que, enfin on profite, oui quand même, du fait que cette opération qui dure pour faire un certain nombre d'études. Alors je ne suis pas exhaustif, on a lancé des études sur l'observance, une étude qui s'appelle ADOTS, hein, l'étude sur l'exposition, ça c'est Christophe Rogier qui a lancé un programme qui s'appelle Impact Vector, sur la transmission, les facteurs de transmission, et puis quelques éléments d'outils éducatifs. Alors l'outil d'ADOTS, identifier les facteurs individuels et collectifs associés à l'observance, hein, proposer des interventions, évaluer l'impact chez les militaires en opération. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un recueil de données par questionnaire et par carnet de suivi de l'observance, mais il y a aussi un essai de mesure objective à partir d'un dispositif informatique. Alors, on va le voir sur la photo suivante. Ça s'appelle le MEMS donc. Ici vous avez 2 parties, un pilulier dans lequel il y a toute la doxycycline qui est là pour la période de prévention, et ici vous avez un bouchon électronique. Et chaque fois que vous ouvrez ce bouchon, que vous prenez un comprimé, que vous refermez le bouchon, c'est compté comme une prise. Alors il faut faire l'hypothèse que lorsqu'un militaire a ouvert et a refermé, évidemment il a pris. C'est évident. Mais ça donne un peu une mesure quand même un peu plus objective, qui quantifie un peu mieux et qui donne des profils. Là vous avez le profil d'un militaire. Alors vous voyez, donc lui, ça c'est midi. Donc ce militaire, alors vous n'arrivez pas à voir, mais il y a des barres rouges là. Quand il y a une barre rouge comme ça, il y en a quelques-unes là, je n'arrive même pas à les voir vraiment moi ici, je suis un peu loin, ça veut dire que le bouchon n'a pas été ouvert, donc a priori la prophylaxie n'a pas été prise. Hein. Alors ce qu'on voit, c'est qu'en gros ce militaire, par exemple, il a pris le plus souvent à midi, de temps en temps il a quand même pris le matin au lever, hein. Donc il a pris avant de partir, peut-être en mission sur le terrain, et puis on voit surtout qu'il a fin de la mission là, et là vous voyez c'est que des traits rouges. Hein. Donc là, il est rentré chez lui, et puis il a mis le pilulier de côté. Il n'a plus pris sa prophylaxie. Donc après, on ne s'étonne pas qu'il y ait certains militaires qui ont des accès au retour, bien évidemment. Quand on regarde au niveau du groupe, l'analyse au niveau du groupe, donc voilà en gros le profil d'observance moyen des 117 militaires qui ont été étudiés par ce système. Donc en gros, on a un profil pendant la mission de 80% en moyenne d'observance, hein, du groupe.
Alors des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre qui prend ou prend pas, mais globalement c'est le 80. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors ici ce sont les accès de palud qui sont survenus dans ce groupe, hein, c'est de voir, ça c'est le moment de la relève. Alors il y a eu un gap, hein, il y a eu un certain nombre de militaires, bon, c'est la relève, c'est un peu l'acquis, quoi, comme on dit, hein, donc ils ont un peu oublié de prendre leur prophylaxie. Et puis on voit surtout qu'au retour, vous voyez, ça fond comme neige au soleil, hein. Donc l'observance elle est vraiment très mauvaise au retour. Et on n'est pas étonné de ces 40% de palud au retour. Impact vector, évaluer, prédire l'impact des maladies transmises par les arthropodes. Alors c'est pas que le palu, hein, pour améliorer la protection. Alors il y a eu une étude de terrain en 2004 sur une unité militaire, hein, donc qui a été faite sur le terrain. On a utilisé les captureurs, que c'est la méthode de référence au niveau civil. Hein. On a fait aussi des captures pièges. Donc ensuite on a identifié l'anophèle, regardé celles qui avaient des parasites dans les glandes salivaires. Hein. Et voilà, on a retrouvé finalement ce qu'on avait trouvé sur l'enquête de terrain rapide, hein, ce qu'on connaît, quoi. C'est l'anophèle, dès 18h sort, puis il y a l'acmé au milieu de la nuit ou à la fin de la nuit, là dans cette étude-là. Et surtout, on a été un peu plus loin dans les horaires, on a vu que après la première heure où le soleil s'est levé, il y a encore quelques anophèles qui viennent chercher leur repas de sang et qui peuvent éventuellement piquer. Donc ça confirme un peu ce qu'on avait vu la première fois quand même, et ce qui est connu. Un peu plus intéressant, c'est la répartition en termes de piqûres par anophèle infecté par homme par mois, donc au niveau des différentes sections de cette unité. Vous voyez ? Alors c'est une zone qui peut paraître identique au niveau de transmission. Globalement on se dit la transmission va être la même, quoi, au niveau de cette zone. En fait on voit que selon les sections, ben, ça va du simple au multiplié. Là vous voyez c'est 0,5 et là c'est presque 80. Donc on multiplie par un facteur de 50. Hein. Ça veut dire que des militaires qui sont là, ils peuvent ne pas vraiment appliquer les mesures s'ils ne bougent pas trop de cette zone-là, et ils n'auront pas forcément un paludisme derrière. Alors que ceux-là qui vont vraiment essayer de bien appliquer, ben, malgré tout ce qu'ils prennent comme précaution, il y a un jour où ils appliqueront mal, et donc la transmission est plus forte. Il y a une hétérogénéité de la transmission à finalement des distances vous voyez, c'est 5-10 km, pas plus là. Hein. Donc il y a des différences entre sections. Ça c'est quand même intéressant au niveau de l'analyse. Quand on fait le cumul, donc on voit qu'en gros toutes les sections là sont arrivées à peu près à 50 piqûres infectées au bout des 4 mois, alors que cette section là où la transmission était forte, vous voyez, c'est beaucoup plus de risque d'être infecté. Donc là les militaires, même s'ils font tout ce qu'ils peuvent pour appliquer les mesures, quand ils ont un loupé, bah, ils peuvent tomber sur l'anophèle infecté. Ils n'ont pas de chance, quoi. Hein. Donc ça rend encore plus difficile l'appréciation de la prévention. Hein. Et enfin, les notices et les affiches de prévention. Donc dans ce cadre-là, on a fait un jeu et qu'on a évalué, enfin j'ai mené ce travail, évaluer les messages auprès des militaires sur le terrain. Donc une première affiche qui incite à lire l'information, c'est le premier niveau. On est informé, donc si on est informé, on peut déjà commencer à prévenir un risque. Ensuite, c'est l'application des mesures de lutte antivectorielle, si on dort sur la moustiquaire, si on utilise les répulsifs. Le troisième niveau, c'est la lutte antivectorielle, elle n'a pas marché complètement, donc pour éviter d'être malade, il faut bien prendre sa prophylaxie. Et le dernier niveau, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure dans les recommandations, c'est attirer l'attention sur la gravité potentielle du paludisme et donc de consulter vite pour éviter les formes graves. Enfin, en tout cas, essayer de les limiter au maximum. Donc ça a été distribué dans toutes les unités militaires françaises avec les notices d'information pour l'information des militaires. Voilà. En conclusion, donc c'est quand même une occasion unique cette opération Licorne, hein, puisqu'on a quand même 4000 personnels qui se relayent en permanence dans une zone où il y a forte transmission du paludisme. Hein. Et donc c'était bien intéressant en plus pour aller du terrain vers le laboratoire. Parce que je n'ai pas montré toutes les études en cours, mais les laboratoires du paludisme de l'Institut de médecine tropicale, en particulier celui qui est dirigé par Christophe Rogier, mène beaucoup d'études sur la transmission et les parasites en Côte d'Ivoire. C'est intéressant aussi pour nous parce que ça va impliquer les médecins sur le terrain qui sont face aux malades et qui font la prévention, et puis des épidémiologies, des entomologies, des chercheurs dans les laboratoires. Hein. Et puis on voit quand même que globalement, certes on a des cas de paludisme, mais vous voyez que on arrive relativement à contrôler le problème. On peut faire mieux certainement, hein. Il faut améliorer certains éléments de la prévention et de la lutte, mais on a quand même un résultat globalement. Voilà, j'en ai terminé.